Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cet épisode de Questions d'actu spécial Atlantic Dialogues, la 12e édition de cet événement phare organisé par le Policy Center for the New South, ce think tank marocain qui réunit ici à Marrakech une multitude d'experts, mais aussi de décideurs politiques, d'académiciens, autour de questions relatives à l'Atlantique, à cet Atlantique élargi. Et justement, la thématique retenue pour cette 12e édition, c'est que signifie cet Atlantique élargi pour le monde, un monde en perpétuel mouvement, en évolution constante, notamment avec les changements géopolitiques récents qui sont toujours en cours. Alors on discute, on débat, on analyse, mais aussi c'est l'occasion de faire des prospectives de l'évolution de cet Atlantique, d'autant plus que le Maroc, sous la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est engagé pour cet Atlantique et notamment pour cet Atlantique africain. Bref, beaucoup de questions sont soulevées donc pendant ces 3 jours des Atlantic Dialogues. Et aujourd'hui, à l'occasion du lancement des Atlantic Dialogues, a été programmé le lancement de la 10e édition d'un rapport, un rapport des Atlantic Currents, traduisez les courants atlantiques. Et donc, ce rapport-là a été élaboré par 30 contributeurs, soit-ils des senior policy thinkers ou advisors donc qui font partie de ce Policy Center for the New South, mais aussi avec des experts internationaux. Nous allons discuter de ces sujets, mais aussi nous approfondir sur cette question de l'Atlantique élargi pour nous rapprocher davantage de ce concept, et ce, en compagnie de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Mohamed Loulichki. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions. Merci de m'inviter. Alors, 10e édition des courants atlantiques. Un Atlantique élargi aujourd'hui. Mohamed Loulichki, d'abord, qu'est-ce que c'est? Si on venait à définir cet Atlantique élargi en 2024, parce que là, on est fin 2023. Oui, absolument. D'habitude, lorsqu'on parle de la communauté atlantique, on se réfère d'abord et exclusivement à la relation entre les États-Unis et l'Europe. Et la guerre d'Ukraine a donné beaucoup plus de centralité justement à cette communauté, dans la mesure où l'OTAN s'est retrouvée au centre de cette dynamique de guerre en Ukraine. Et donc, dans cette conception, dans cette approche, le Sud est absent, et qu'il s'agisse de l'Afrique en tant que Sud-Est ou qu'il s'agisse de l'Amérique latine elle-même. Et donc, l'idée est née il y a à peu près une dizaine d'années au Policy Center for the New South de s'intéresser à cet Atlantique, à cette relation souhaitable entre le Nord et le Sud. Et donc, on s'est engagé un petit peu, on a un petit peu tâtonné pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il pourrait y avoir une relation nord-sud dans ce grand espace atlantique. En principe, la distance fait que les rapports entre l'Amérique du Nord avec l'Afrique sont extrêmement distancés, sont sur un plan plutôt bilatéral, sur un plan institutionnel avec l'Union africaine de temps en temps, mais il n'y a pas cette intimité, il n'y a pas ce partenariat véritable entre, disons, l'Amérique du Nord et l'Afrique. Et donc, l'Afrique étant au centre, disons, de l'intérêt du Policy Center for the New South, nous avons élaboré un petit peu l'idée de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut colmater un petit peu ce gap entre le Nord et le Sud, et dans quelle mesure est-ce que, pour l'avenir, il faut qu'il y ait un intérêt beaucoup plus accentué de la part aussi bien de l'Union européenne, de l'Europe en général et de l'Amérique du Nord, que ce soit Canada et États-Unis, à cette Afrique qui est pleine de ressources, qui est pleine de matières premières, qui a y compris la matière première, c'est-à-dire la ressource humaine, la ressource naturelle, la jeunesse qui demain ou après-demain, avec le déploiement du continent, avec l'opérationnalisation de la zone de libre-échange économique, peut constituer un marché énorme
pour les États-Unis et pour l'Europe. Est-ce que vous pensez, si je me permets de vous interrompre, est-ce que vous pensez, parce que vous avez parlé justement de la distance qui crée un peu ce gap, cette brèche aussi qu'on veut colmater à travers ce genre de rassemblement, est-ce que vous pensez que les intérêts pourraient éventuellement rapprocher davantage ces distances et les intérêts des deux parties pour le coup, parce qu'effectivement, l'Afrique a toujours été vue comme terre de ressources, mais aujourd'hui, il est question aussi que l'Afrique bénéficie davantage de ce rapprochement à travers des intérêts qui lui sont propres. Absolument. Je pense que le mot-clé, c'est la communauté de défis. Entre les deux Atlantiques, il y a une communauté de vie. Je mets de côté un peu la question des valeurs, parce que c'est un autre débat. Mais les États étant des monstres froids, ils réfléchissent d'abord en termes d'intérêt et parfois même d'intérêt immédiat. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui interpelle l'Afrique et l'Amérique également ? C'est la question sécuritaire, c'est la question du changement climatique, c'est la question du trafic illicite, c'est la question de l'autonomie énergétique. C'est également la question du multilatéralisme entre l'Afrique et l'Amérique et le reste du monde. Et donc, il y a une communauté de défis qui devrait en principe créer une communauté d'objectifs, une communauté d'agenda qui serait co-construit entre l'Afrique et l'Amérique de manière générale, y compris l'Amérique latine, pour justement faire face ensemble, malgré les distances, malgré, disons, les préoccupations immédiates des uns et des autres, de faire en sorte qu'on voit un peu plus au-delà du court et du moyen terme et de voir un petit peu le long terme et d'essayer de mettre les jalons, je ne dirais pas d'un partenariat, mais d'un dialogue et d'une coopération. Et justement, c'est pour cela que, si tu permets, il y a cette quasi-concomitance et cette convergence entre deux initiatives, de part et d'autre de l'Atlantique. Il y a l'initiative qui a été lancée par Sa Majesté le Roi lors du discours de novembre dernier à l'occasion du 40e anniversaire de la Marche verte, et qui a ouvert le Maroc sur le flanc atlantique, qui pendant longtemps n'était pas une des priorités. On regardait vers l'Europe, donc à travers la Méditerranée, le dialogue euro-méditerranéen, l'UPM, etc., etc. On voyait un peu vers le sud, grâce à la politique africaine de Sa Majesté, qui se poursuit, qui s'intensifie, qui prend de plus en plus de l'ampleur. Mais l'Atlantique était en quelque sorte absent de part et d'autre, de la part de l'Amérique et de la part quand même de l'Afrique. Et le mérite justement de cette initiative royale, c'est justement de mettre dans notre champ visuel l'Atlantique en tant qu'opportunité. L'Atlantique en tant qu'opportunité d'abord pour la région africaine. Et là aussi, de convergence à convergence, j'ajouterai une autre convergence, c'est celle de cette initiative atlantique lancée par Sa Majesté le Roi pour faire d'Dakhla un hub continental pour création de richesses, pour une coprospérité avec le reste de l'Afrique. Je pense qu'il y a une heureuse coïncidence et une heureuse convergence entre l'initiative royale et l'initiative qui a été prise par le président Biden pour convoquer un sommet américano-africain, justement pour construire un partenariat avec l'Afrique. Et je pense que ça n'est pas accidentel. Je pense qu'il y a une convergence des visions entre Sa Majesté le Roi et le président Biden pour justement faire de cette communauté atlantique élargie une réalité. Convergence également avec ce projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, qui va passer également par l'Atlantique. Donc, il me semble qu'il y a une vision stratégique qui se décline petit à petit, étape par étape, lorsque le moment propice est là, pour faire en sorte quand même que le Maroc puisse
s'ouvrir sur de tous les côtés, vers le nord, vers le sud et vers l'Atlantique, en attendant, je l'espère, dans un moyen terme, de pouvoir s'ouvrir également sur son flanc est. Sur son flanc est, et d'autant plus que cette ambition atlantique affichée par le Maroc sous le leadership du souverain veut justement intégrer ce flanc est et nommément les pays du Sahel à cette dynamique atlantique. Peut-être un commentaire là-dessus et comment c'est un pas en avant dans une prospective d'intégration régionale beaucoup plus appuyée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et c'est un constat connu de tous, c'est Lolishki. L'initiative de Sa Majesté comporte un élément qui est extrêmement symbolique, qui est plein d'enseignements et qui a des implications à long terme. C'est celle de permettre aux pays qui sont enclavés, africains, de pouvoir avoir une fenêtre sur l'Atlantique dans une dynamique d'intégration régionale et dans une dynamique, comme je l'ai dit, de co-développement et de coprospérité. Le Maroc, dans son approche du développement sud-sud, et c'est ça, ça a toujours été la vision royale, c'est celle, de répondre aux besoins immédiats des Africains. Deuxièmement, de mettre l'individu, l'homme, au centre de n'importe quelle disons, stratégie ou politique de développement. Et la troisième, c'est celle de voir non seulement le Maroc et son voisinage immédiat, mais au-delà de voir l'Afrique tout entière. Il n'y a pas du côté du Maroc un blocage du côté de l'Est. Le Maroc garde Sa Majesté garde sa main tendue vers l'Algérie. Le Maroc continue de considérer que la construction du Maghreb est une exigence économique, c'est une exigence politique, diplomatique, et c'est une exigence sentimentale, parce que les Maghrébins ressentent et sentent leur maghrébinité au-delà des contingences, disons, politiques ou politiciennes. Et pour le Maroc, la construction du Maghreb reste une option stratégique. Elle fait partie de la vision royale d'une Afrique intégrée, pas unie parce que nous avons des sensibilités différentes, mais intégrée et solidaire. Qu'elle se prolonge vers le nord, disons jusqu'à l'Égypte, ou qu'elle se prolonge au sud jusqu'à l'Afrique du Sud. Et donc, cette symbolique que j'ai avancée tout à l'heure, celle de permettre aux pays qui sont enclavés de pouvoir commercer à travers l'Atlantique, c'est vraiment quelque chose à long terme qui pourrait bénéficier au-delà disons, de l'immédiateté de notre voisinage, comme vous l'avez dit, vers tous les pays du Sahel. Et imaginons un petit peu les flux commerciaux qui sont susceptibles de se développer grâce justement à cette pénétration, disons, coordonnée entre le Maroc et les pays du Sahel pour avoir une issue sur l'Atlantique, pour pouvoir exporter des choses que nous pouvons produire ensemble, à 3, à 4 pays. Ça, je ne suis pas un expert, mais oui, la co-industrialisation, oui, voilà, tout à fait. Simplement. Alors, on parle de ces courants atlantiques. Je vais rappeler justement cette 10e édition de ce rapport des courants atlantiques. Il y a beaucoup de courants en ce moment. Ce ne sont pas les courants qui manquent, ce sont de nouveaux courants qui se créent aussi. Mais il y a un courant plutôt, je dirais, idéologique aujourd'hui en Afrique. Vous avez parlé tout à l'heure de la relation entre le Nord et le Sud, ce Sud global, Policy Center for the New South, où vous appelez le Nouveau Sud. Eh bien, ce Nouveau Sud regarde le Nord d'une manière un peu différente aujourd'hui. Oui. Il y a une question qui a été soulevée lors de la présentation que vous avez brillamment modérée ce matin. C'est cette question de confiance. Est-ce que c'est la confiance qui manque aujourd'hui entre le Sud et le Nord ? Je dirais qu'avant la confiance,
il y a un prérequis qui est très important, c'est la communication. Pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir bâtir et construire la confiance, encore faut-il avoir cette disponibilité pour communiquer. Toute la diplomatie presque peut se réduire à la notion de communication. À partir du moment où on communique avec son voisin, d'abord, on l'accepte, deux, on le respecte, et trois, parfois on se met à sa place pour pouvoir juger un peu et concilier les intérêts avec l'autre. Et donc, toute cette dynamique, en principe, devrait se créer entre pays voisins. La plupart du temps, lorsqu'on parle du voisinage, on lui colle le qualificatif « le bon voisinage ». Le voisinage est censé être plein de bonnes intentions, mais également plein d'actions concrètes. Les intentions ne suffisent pas. Ce sont les actions à travers lesquelles on peut juger quand même que votre voisin est un bon voisin. Et dans notre culture populaire, comme vous le savez, nous avons une pratique extraordinaire du voisinage. Absolument. Mais justement, ces Atlantic Dialogues se tiennent et coïncident avec la première visite en dehors de l'Espagne du chef de la diplomatie espagnole, M. Alvarez, qui est donc au Maroc. C'est sa première visite après la reconduction du gouvernement de Pedro Sánchez. Le diplomate que vous êtes, en tout cas, je suis... on reste peut-être diplomate à vie. En tout cas, dans la réflexion, peut-être la symbolique que le chef de la diplomatie espagnole, après reconduction de ce gouvernement, choisisse le Maroc pour ça, son premier déplacement international. Bon, je commencerai par dire que d'abord, l'immédiateté du voisinage dicte un petit peu cette relation intime entre les deux pays. Deuxièmement, il y a quand même une convergence d'intérêts entre les deux pays sur plusieurs plans. Troisièmement, c'était devenu quand même une tradition que lorsque un nouveau gouvernement en Espagne est investi, le premier voyage qui se fait est celui qui est fait au Maroc. Et puis, il y a quand même une autre symbolique pour cette année, à savoir que l'actuel chef de gouvernement avait pris au nom de l'État espagnol une position qui a été extrêmement appréciée par le Maroc sur la reconnaissance de l'initiative d'autonomie comme le cadre exclusif d'une solution. Le fait qu'elle intervienne également, moi j'y vois une consolidation de cette position et l'intention de continuer dans cette dynamique de rapprochement, dans cette dynamique d'intensification de la coopération entre les deux pays. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nuage dans les relations entre les deux pays. Moi, je dirais même que nous vivons sincèrement un bon moment disons des relations entre les deux pays, symbolisées par cette décision encore une fois, le sport qui rejaillit, d'organiser avec le Portugal. Et je pense qu'il y a plusieurs symboliques dans cette décision d'organiser conjointement à trois une manifestation mondiale qui est regardée par des centaines de millions, pour ne pas dire par des milliards. Et donc, personnellement, je suis extrêmement réconforté par cette dynamique des relations entre les pays. Ça prouve également d'abord que le Maroc ait confiance dans sa vision de ses relations avec les autres pays. Deuxièmement, ça reflète la place centrale que la question d'intégrité territoriale occupe dans la politique étrangère du Maroc. Et ça reflète également cette volonté royale, chaque fois qu'il y a un partenaire du Maroc qui est sincère, qui est constant, le Maroc est prêt d'aller le plus loin possible dans le partenariat
et dans la coopération avec ce pays-là. D'autant plus que nous avons donc le Portugal, l'Espagne et le Maroc, et les trois sont très concernés par cette dynamique atlantique, parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Absolument, oui, oui. Alors, il y a une question qui a été aussi soulevée, qui m'a beaucoup interpellée, c'est cette relation entre le Sud Atlantique Ouest et son homologue Est, donc l'Afrique. Et on remarque qu'il n'y a pas tant que ça d'affinité de manière générale. Si on devait faire un ratio de pourquoi selon vous? Et comment peut-être dépasser cela pour rapprocher davantage ces deux rives de l'Atlantique? Nous ne parlons pas... Là, vraiment, c'est le nouveau Sud. On parle que des pays d'Amérique latine et leurs homologues africains. Oui, oui. Le Sud Atlantique avec ses deux flancs latino-américains et africains, c'est vrai qu'il n'y a pas... On n'a pas encore inauguré une véritable coopération entre les deux. Ce qui reste aujourd'hui, ce sont des relations bilatérales, éminemment. Et puis, il y a, disons, les pesanteurs du voisinage, en quelque sorte. Alors, pour les pays, pour les pays d'Afrique, ils ont des rapports d'abord avec une Union européenne qui, répétons-le, l'Union européenne reste quand même le modèle pour l'Union africaine, avec toutes ses insuffisances, ses limites, etc., mais ça reste pour l'Union africaine la référence. Pour ce qui est de l'Amérique latine, on voit beaucoup plus vers l'Oncle Sam que de l'autre côté, même pas vers le Canada. Ça, vous connaissez très bien les rapports. Le NAFTA, c'est le Canada, c'est le Mexique, et puis il y a quand même une certaine des institutions sous-régionales en Amérique latine, le Mercosur, etc., qui font que ces pays-là sont encore dans ce processus, de consolidation de la démocratie, parce qu'aujourd'hui, en Amérique latine, il est totalement inconcevable d'avoir un coup d'État militaire ou quoi que ce soit. Je pense que la démocratie est suffisamment consolidée pour que tout enjeu est exclusivement électoral. D'accord ? Et donc, ça répond un peu à l'exigence américaine, à savoir nous partenairons avec des pays qui adoptent la démocratie, les élections fréquentes, etc., etc., etc. Donc, pour ce qui est de l'Afrique, l'Afrique regarde, comme j'ai dit, vers l'Europe. C'est de consolider ses rapports vers l'Europe pour des raisons évidentes, la proximité, le lait colonial, etc., etc. Et donc, on ne se réfère à l'Amérique que lorsqu'on a besoin de la toute grande puissance de la nation exceptionnelle et irremplaçable que les États-Unis. D'accord ? Donc, tous les pays africains, bilatéralement, essaient de cultiver une relation avec la superpuissance qui existe aujourd'hui. Et donc, l'Amérique latine n'a pas, malgré les liens culturels que nous avons, malgré beaucoup de choses, malgré des initiatives qui sont prises sur le plan institutionnel ou de continent à continent, il reste un grand déficit en termes de communication entre les deux. Et il y a beaucoup à faire pour développer les rapports africains et latino-américains, parce que même sur le plan bilatéral, lorsqu'on passe en revue un petit peu les pays d'Afrique avec l'Amérique latine, vous avez par exemple les pays lusophones qui ont des relations spéciales avec le Brésil. Pourquoi ? Parce que le Portugal. Vous avez l'Afrique du Sud qui a un intérêt particulier parce qu'ils sont avec le Brésil dans le BRICS. Et tous les deux convoitent un siège au Conseil de sécurité. Donc chacun y voit sa petite maison dans cette grande prairie continentale, qu'elle soit latino-américaine ou africaine. Un dernier mot et brièvement, quel serait votre rôle pour rapprocher vous êtes donc Senior Fellow au Policy Center for the New South. Il y a des académiciens qui sont présents ici, mais aussi des penseurs, des décideurs. Quel est votre rôle en tant que Senior Fellow ?
Je pense que notre rôle, ou le tous... rôle de think tank de manière non, beaucoup plus globale. Non, le rôle de think tank, disons, sa vocation première, c'est de servir de pont entre les décideurs politiques et la société civile et la communauté académique. Il n'y a pas d'autre ambition. Les think tanks produisent des papiers, produisent des analyses. Parfois, ils s'aventurent à produire quelques recommandations, mais vous savez très bien que la culture des think tanks est encore jeune en Afrique de manière générale. Et donc, pour revenir encore une fois au courant atlantique, si vous additionnez les 10 éditions et vous voyez un petit peu cette somme de connaissances, d'analyses, de réflexions qui a été faite, je pense qu'il y a quelques idées, il y a quelques suggestions dont on pourrait justement s'inspirer pour consolider, pour mettre en œuvre la vision royale d'un Atlantique qui s'intéresse à son flanc sud. Exact. Merci. Merci beaucoup. C'est Mohamed Loulichki. Merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci, largement partagé, Loulichki. C'est un honneur aussi. Je rappelle donc que vous êtes Senior Fellow Policy Center for the New South avec l'apparition aujourd'hui de ce rapport, 10e rapport des Atlantic Currents, A More Assertive Atlantic, ou un Atlantique plus affirmé. Et qu'est-ce qu'il signifie pour le monde? Un monde, donc, comme je le disais au tout début de cette entrevue, qui est en perpétuel mouvement. Merci d'avoir suivi cette première partie de Questions d'Actu. Je vous retrouve dans quelques instants avec un autre invité des Atlantic Dialogues. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Bonsoir à nouveau, vous regardez Questions d'actu que nous consacrons aux Atlantic Dialogues, à leur 12e édition qui se tiennent donc ici à Marrakech. En première partie, nous avons parcouru les enjeux mais aussi les ambitions de ce nouvel Atlantique, de cet Atlantique Sud qui se veut aujourd'hui être une nouvelle dynamique dans un monde en perpétuel mouvement, comme je le disais. Alors, 10e édition aussi des courants atlantiques. J'ai le plaisir de recevoir un autre Senior Fellow au Policy Center for the New South. Il s'agit du professeur Marcus de Freitas. Il est également professeur à la China Foreign Affairs University. Professeur de Freitas, merci de répondre aux questions de Média TV. C'est un plaisir. Largement partagé. Donc, on parle je posais la question à M. Loulichki juste avant vous, en première partie de cette émission, de cette notion de l'Atlantique élargi. Nous avons écouté la partie est, on va dire, de l'Atlantique. J'aimerais bien entendre la partie ouest de l'Atlantique. Vous êtes brésilien, si je ne m'abuse. Et j'aimerais bien que vous partagiez avec nous la définition de cette notion de l'Atlantique élargi en 2023, enfin 2024. C'est une question un peu compliquée à dire, parce que il faut construire dans la région une perception d'unicité. Donc, d'unité, c'est les problèmes plus graves que nous avons, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la région, la situation économique. Et ce que nous avons vu, c'est que la région n'a pas trouvé un agenda qui soit acceptable pour tous les pays. Donc, la notion de développer une identité atlantique, c'était un problème. Mais nous avons beaucoup de choses qui sont en faveur. La première, je dois dire, c'est la langue. Nous avons les Français, l'Espagnol, le Portugais et l'anglais comme les langues principales de la région. Donc, le problème le plus grave, je crois, c'est de trouver un agenda qui soit des intérêts communs pour les pays de la région. Donc, ça, c'est le problème plus grave que nous avons. Effectivement, et cette question de connectivité, il ne s'agit pas que de construire des connectivités en termes d'infrastructures, mais il y a une connectivité intellectuelle aussi qui doit être construite entre les deux rives de l'Atlantique, j'ai envie de dire. Mais plus loin que ça, il y a aussi cet élément important
qui fait que, est-ce que déjà des deux côtés, il y a une seule voix? Est-ce que si on parlait du côté Amérique ou Amérique dans nord comme sud, il y a une seule voix qui parle, et aussi du côté de l'Afrique, est-ce qu'il y a une seule voix pour qu'il puisse y avoir un dialogue qui soit efficient? C'est bien si nous aurons ça, mais vous savez, par exemple, dans l'Amérique latine, nous avons le Brésil qui est un leader dans la région, mais c'est un leader qui n'y a pas de gens qui le suivent. Parce que le Brésil est, à cause de la langue portugaise, à cause d'être un empire, c'est différent de la région, encore que ce soit les pays plus importants. Mais vous avez le Mexique, que vous avez joué le même rôle. Vous avez en Argentine, vous avez de notre côté, à l'Atlantique, de l'Atlantique, nous avons des problèmes avec en trouvant de leaders de la région. Et même en Europe, vous avez le problème avec l'Union européenne. Qui est le leader de l'Union européenne? C'est l'Allemagne, la France, et la même chose en Afrique. Qui soit les pays qui vont représenter les pays africains dans ces contextes? Donc, je trouve que c'est très important de trouver une voie. Mais pour avoir une voix, il faut avoir des choses qui soient communes pour les gens, pour les populations et pour les pays. Donc, je crois que nous devons trouver d'abord les issues qui sont les plus importantes et après la voix. Alors justement, parlons des issues les plus importantes. Vous êtes un professeur de relations internationales, et il y a bien sûr cette issue, ce challenge, ou ce besoin, ou cet intérêt, ça dépend de quelle perspective on regarde le concept, mais il y a l'énergie. Pensez-vous, professeur de Freitas, qu'aujourd'hui, l'énergie est le nouvel outil diplomatique de la diplomatie? C'est vraiment important parce que tous les pays, particulièrement les pays qui veulent développer, ont besoin d'énergie. Mais le problème, c'est quel type d'énergie. Par exemple, au Brésil, autrefois, nous utilisons beaucoup l'énergie hydroélectrique, mais ce n'est pas suffisant pour les pays. Et nous savons que pour le développement économique, pour la croissance, il faut avoir beaucoup d'énergie disponible. C'est la raison pour laquelle le Sud global peut donner quelque chose de coopération pour augmenter la quantité d'énergie qui soit nécessaire pour le développement de la région. Donc, je trouve que la question d'énergie est vraiment importante pour nous et c'est une question qui peut-être sera très importante pour le développement de la région. Alors, il y a un acteur très important aussi dans la région, et là, je m'éloigne peut-être un peu de la façade atlantique. Il y a la Chine, que vous ne connaissez que si bien, n'est-ce pas, professeur de Freitas? Il y a d'abord la Chine en Afrique, il y a la Chine dans ce secteur des énergies renouvelables, il y a la Chine qui aujourd'hui, et c'est tout récent, c'est paru hier, qui va commercialiser un nouveau moyen de produire de l'énergie nucléaire. Bref, en tout cas, comment voyez-vous la Chine dans cet Atlantique Sud? C'est une très bonne question parce que vous savez que la Chine... elle ne veut pas jouer le même rôle des États-Unis dans la région. La Chine est un pays qui veut faire du commerce, qui croit que la région est très importante de deux côtés de l'Atlantique, parce que nous avons des ressources qui sont naturelles, mais nous avons besoin de ce que la Chine a produit très très bien, qui sont l'infrastructure, les trains, toutes les situations que vous trouvez maintenant dans la Chine. Et la Chine, je crois que les Chinois pensent que la région, à côté de l'Amérique latine, en Afrique, ce sont des régions très importantes parce que la Chine a besoin d'avoir des amis dans la région. Parce que maintenant, nous vivons dans un monde qui est vraiment contraire à la Chine. Donc, ils ont trouvé qu'il faut avoir des amis dans la région, à l'Afrique, en Amérique latine. Et ce n'est pas seulement ça, les amis de la Chine doivent être riches. Est-ce que les amis de la Chine sont les ennemis des États-Unis? Pas nécessairement, mais parce qu'il faut avoir une élection. Si je préfère les États-Unis ou je préfère la Chine. La Chine ne veut pas comme ça. Encore autrefois,
la Chine, ils n'ont pas la pensée d'hégémonie que les Américains ont sur le monde. La Chine est un pays commercial, une civilisation commerciale. Ils veulent être la nation principale dans le système économique. Ils ne veulent pas exporter ce modèle politique, pas comme ça. Mais donc, ce que nous aurons à voir, nous devrons faire dans le futur, c'est un choix entre la Chine et les États-Unis en relation au modèle de sustainabilité, durabilité économique. Donc, parce que la Chine, maintenant, offre à Amérique latine, à Afrique, beaucoup plus d'opportunités que les États-Unis et l'Europe, dans le sens commercial, dans le sens de croissance économique, ce type de choses. Alors, on a parlé du Brésil, on a parlé de la Chine, là, on a 2 lettres dans BRICS. Est-ce qu'on parle de l'Atlantique élargi? Est-ce qu'on peut envisager, bien évidemment, on voit que les BRICS s'ouvrent avec l'adhésion de nouveaux pays tout récemment, c'était en Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut penser à un BRICS élargi? Qu'est-ce qu'un BRICS élargi, professeur de Freitas? Un BRICS élargi est un BRICS qui soit la réflexion du monde. Parce que le G7, c'est une réunion des pays qui sont vraiment similaires. Tous sont pays européens, américains, chrétiens, à l'exception du Japon. Donc, au BRICS, nous avons un dessin du monde différent. Avec des pays totalement différents, finalement. Donc, le message, c'est vraiment clair. Si nous voulons avoir un nouvel type de gouvernance globale, il faut avoir une réflexion dans des organisations internationales. Il faut avoir une réflexion du monde. Et c'est ça que le BRICS a suivi avec l'expansion, le processus d'expansion qu'ils ont commencé. Alors, BRICS, il s'agit là d'une notion purement commerciale, purement économique. Quand il s'agit de l'OTAN, c'est autre chose. Là, on parle de défense, on parle d'enjeux sécuritaires. Est-ce qu'il y a, à travers cet Atlantique élargi, une pensée peut-être, des enjeux, ou peut-être un objectif d'un OTAN élargi vers le sud? Voilà, la question de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN est nécessaire encore? Parce que ce n'était pas à cause de l'expansion de l'OTAN que nous avons eu la guerre de l'Ukraine. C'est la question vraiment très importante à demander. Parce que la nécessité de l'OTAN, le président Macron a dit ça, est-ce que l'OTAN est vraiment nécessaire dans un monde que vous... Enfin, il a dit ça avant la guerre en Ukraine. Mais la raison de la guerre... Parce qu'après l'avènement de la guerre en Ukraine, tout le monde était content d'avoir l'OTAN, surtout en Europe, pour se défendre. Non, je pense que la question de l'OTAN, avant de la guerre, c'était justement le contraire. Nous avons le président de la France en disant que l'OTAN n'avait pas de cerveau, donc il n'avait pas de nécessité d'avoir une organisation comme ça. Mais je crois que parfois, ce type d'organisation militaire commence à augmenter à cause de la nécessité d'avoir existence, d'exister. Ils ont parfois pris des décisions qui, au lieu d'avoir la paix, nous avons des problèmes de création de plus de conflits. Création de conflits, création de défiance aussi. Défiance étant l'antonyme ou le contraire de confiance. Vous avez posé une question ce matin lors du lancement de ces Atlantic Currents, 10e édition de ce rapport des Atlantic Currents. Et cela m'a interpellée, j'aimerais bien vous la poser. Est-ce qu'aujourd'hui, hors du circuit philosophique, on peut parler de confiance entre les pays ? Vous êtes un expert des relations internationales, je ne suis pas. Donc c'est à l'expert des relations internationales que je pose cette question. Je crois que la confiance est essentielle dans des relations humaines. Il faut avoir la confiance parce que la confiance, c'est la chose plus importante pour créer la prédictabilité des choses. On peut prévoir les choses. On peut prévoir les choses à cause de la confiance. Mais les problèmes que nous avons dans la région, c'est que la confiance a été tuée vraiment en beaucoup d'occasions. Même l'histoire de la colonisation en Afrique, même les positions des États-Unis en relation au processus que nous avons vu dans l'Amérique latine de soutenir les régimes politiques qui
qui n'était pas très bon pour les pays. Donc, on a perdu la confiance. Et reconstruire ce type de confiance demande beaucoup d'investissement, demande beaucoup de people-to-people, des relations entre les gens. Il demande aussi une manière différente de penser la réalité. On commençait de parler de la coopération comme le mécanisme plus important d'existence entre les pays. Donc, pour avoir la confiance, il faut d'abord commencer avec la coopération. Il faut peut-être aussi construire et croire en des institutions. Est-ce qu'aujourd'hui, on y croit encore en des institutions, qu'elles soient régionales ou continentales? Les problèmes toujours, le défi toujours des institutions, c'est que l'institution peut réfléchir à un moment de pouvoir des nations dans les pays. Donc il faut changer de temps en temps la constitution, la manière, parce qu'il faut réfléchir à ce que nous avons dans ces moments de l'histoire. Par exemple, le Fonds monétaire international, il était fondé après la Seconde Guerre mondiale et les structures de pouvoir n'ont pas changé. Donc, même si on va créer des institutions internationales, il faut avoir des mécanismes d'actualisation, de constante rénovation des organisations, parce qu'il faut réfléchir à le moment du pouvoir dans l'occasion. Il faut avoir une organisation qui soit flexible et qui change de temps en temps. Est-ce que c'est transposable sur les Nations Unies? Est-ce que c'est transposable sur le Conseil de sécurité? Est-ce que le Conseil de sécurité, selon vous, professeur de Freitas, reflète, parce que depuis tout à l'heure, c'est une question de réflexion de la réalité, est-ce que ce Conseil de sécurité reflète aujourd'hui les tendances et les courants mondiaux? La vérité, c'est que non. Pourquoi? Parce que nous avons un dessin du monde en 1945. Donc, ce sont les mêmes pays qui ont le pouvoir, à l'exception de la Chine, à cause de la situation politique de la Chine en 1945 et 1949, mais ça a changé en 1964, mais nous avons vu que le pouvoir, les structures du Conseil de sécurité doivent changer. Mais le problème, c'est les suivantes. Si on change les structures, est-ce que les nouveaux pays, ils auront le droit d'annuler les questions ou non? Parce que si nous allons augmenter le droit de veto, donc si on va avoir le droit de veto pour les nouveaux pays, maintenant nous aurons 9 pays avec ces pouvoirs. Donc il est probable que les discussions internationales ne seront pas développées de la même manière. Donc c'est un problème. Hein. Je crois que la manutention, maintenir la structure du Conseil de sécurité comme nous avons, c'est un peu compliqué. Alors, on revient à cette Atlantique. Que pèse aujourd'hui l'Atlantique élargi devant l'Indo-Pacifique en termes de concentration des ambitions des uns et des autres? Pour ne pas nommer les États-Unis, et bien sûr les pays les plus concernés, ce sont les pays de l'Indo-Pacifique. Le président de la Chine, Xi Jinping, il a dit que les pays doivent trouver des choses qui sont disruptives. La disruption est une chose essentielle pour le processus économique. Si vous voulez augmenter votre résultat économique, il faut trouver des choses qui soient disruptives. Donc, quand je fais la comparaison entre l'Atlantique et l'Indo-Pacifique, ce que je crois que la compétition sera dans le sens de qui est la région du monde qui va développer des choses plus disruptives dans le futur. Et ce sera l'élément de définition qui est en première, qui est en seconde. C'est l'innovation. Si on devait mettre un mot sur cette disruption dont vous faites allusion et qu'a cité Xi Jinping, est-ce que c'est l'innovation? Est-ce que c'est l'innovation? Oui. Mais ce n'est pas seulement l'innovation, c'est l'innovation qui est une chose disruptive,
qu'on va créer une chose qui va changer le monde. Par exemple, l'intelligence artificielle, pour ne citer que cela. Oui, on peut changer beaucoup de choses avec ça. Et cela va changer aussi cette structure même de ces deux zones, que ce soit l'Atlantique ou Indo-Pacifique. Et même la voiture électrique. Hein. Il faut réfléchir ce qui passe avec la voiture électrique, parce que tous les pays qui produisent le pétrole, ils auront des problèmes avec les véhicules qui sont électriques, non? Parce que le niveau de consommation, le niveau de consommer la gasoline, ce ne sera pas la même chose. Oui, mais bon, on sort de la COP. Effectivement, il y a eu quelques compromis de cette COP 28 où, effectivement, les pays producteurs ont affirmé à demi-mot qu'il y a une sortie. Bien évidemment, elle sera graduelle des énergies fossiles, mais on sait très bien que l'énergie fossile, on ne va pas la quitter en 2030. Hein. Ça dépend. Hein. Vous pensez qu'un pays comme le Brésil, par exemple, ou des pays africains peuvent abandonner l'énergie fossile alors qu'ils dépendent, pour certains producteurs, pour ne citer que le Nigeria ou d'autres producteurs d'énergie fossile, est-ce qu'ils peuvent abandonner cette manne financière avant tout au profit d'énergie verte alors que qu'est-ce qui pollue finalement ces pays? Nous avons commencé notre conversation en parlant d'énergie nucléaire. Hein. Oui. Que la Chine a à faire. Je crois que la Chine a en 150 nouvelles usines nucléaires en train d'être construites. Et ils sont en train de commercialiser cette innovation nucléaire, et c'est d'aujourd'hui même. Ah oui, et si la Chine fait comme ça, le niveau d'utilisation de pétrole sera diminué. Hein. Donc, on va parler de l'innovation. Le véhicule électrique va changer peut-être la manière où nous faisons les villes et la dépendance du fossil fuel, de combustibles fossiles. Très bien. 2024, je vais finir par cela parce que c'est demain. 2024 est une année d'élection majeure. Comment pensez-vous que ce nouvel Atlantique va se dessiner en 2024 avec les enjeux électoraux? Hein. Aux États-Unis, Principalement. Aux États-Unis, c'est un problème octogénaire, non? Aux États-Unis, je crois que l'impression que j'ai eue du système électoral américain, c'est que c'est le problème de la démocratie maintenant, c'est que nous n'avons pas un système qui vraiment donne importance à la méritocratie. Et quand on va voir l'élection américaine, est-ce que les deux candidats que nous avons, que les Américains auront dans leur élection, ils sont vraiment les représentants fiers des États-Unis? C'est ça que la démocratie américaine, après 250 ans d'histoire, ils sont les meilleurs candidats pour être président des États-Unis, en considérant que les États-Unis jouent un rôle vraiment important dans les affaires internationales, tout comme ça. Donc, je ne sais pas ce qui va passer avec les résultats électoraux américains, mais soit Biden, soit Trump, soit quelque chose, j'ai l'impression que la démocratie américaine a des problèmes. Il faut trouver des mécanismes pour changer. Parce que les mots... quand même, vous parliez de changement d'institution, enfin en tout cas de rénovation ou de pouvoir updater ces institutions telles que le FMI ou l'ONU. Là, vous êtes en train de parler de rénover l'institution démocratique américaine. Oui, c'est vrai. Et parfois, il faut repenser. Je crois que c'est le problème que nous avons maintenant. Nous avons des gens qui pensent au futur des institutions. Parce que maintenant, on travaille avec des institutions qui étaient pensées il y a 3 siècles, 4 siècles avant. Donc, il faut penser quel est le monde que nous aurons, quel est le monde que nous voulons. Il faut changer les institutions, non? Je dis toujours que les choses ne sont pas inscrites en pierre, non? Il faut changer toujours et il faut réfléchir sur les institutions qu'on a vraiment besoin. Donc, même la démocratie américaine, est-ce qu'il est maintenant le modèle plus capable de
promouvoir l'amélioration de vie des gens, ce type de choses? Je crois que non. En tout cas, 2024 s'annonce compliqué en termes de relations internationales. Le monde serait... tout dépend du résultat de la guerre en Ukraine, non? Parce que si les Russes vont gagner la guerre de l'Ukraine, les configurations du pouvoir international vont changer. Certainement, surtout si les États-Unis, effectivement, lâcheraient l'Ukraine. Et nous avons les problèmes de gaz, nous avons tous les problèmes de l'hypocrisie occidentale sur les choses qu'on a lues en Ukraine et les choses qu'on a lues en Palestine. Donc, le problème de l'hypocrisie internationale de l'Occident, c'est vraiment un problème pour nous. En tout cas, vous n'êtes pas très optimiste, professeur de Freitas, pour 2024. Je dois dire que le défi plus grand que nous avons, c'est de changer. Pour construire la confiance, il faut lutter contre l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'était vraiment la caractéristique que nous avons dans des relations internationales maintenant. Parce que finalement, ces relations internationales, et vous le disiez tout à l'heure, elles restent humaines. Parce que l'hypocrisie, on ne peut pas parler vraiment de confiance ou d'hypocrisie dans les relations internationales, mais in fine, c'est cela. On a besoin de coopération pour changer tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Marcus de Freitas. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir d'échanger avec vous. C'était un plaisir. Voilà, donc c'était question d'actu spéciale Atlantic Dialogues qui se tiennent ici à Marrakech. J'étais avec aujourd'hui 2 Senior Fellows au Policy Center for the New South qui organisent ces Atlantic Dialogues, 12e édition donc à Marrakech. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne suite des programmes sur notre antenne.